Très bien. Encore une fois, merci pour les organisateurs de nous avoir permis justement de parler de cette infection génitale qui est extrêmement importante parce que beaucoup de gens pensent que les leucorrhées chez la femme, c'est un symptôme, c'est un synonyme d'infection. C'est une grave erreur parce que la leucorrhée, comme vous le savez très bien, leukos en grec veut dire blanc et leucorrhée, ça veut dire écoulement. Toutes les femmes ont des écoulements, ne serait-ce qu'au moment de l'ovulation, il y a de la glaire et donc c'est absolument normal que le vagin desquame. Alors, comme vous voyez très bien sur le tableau, le titre qu'on avait donné à ce symposium, c'était donc la prise en charge thérapeutique et mesures d'accompagnement. Parce qu'il ne peut pas y avoir une prise en charge thérapeutique sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Vous allez donc savoir pourquoi. Alors, l'infection génitale est très souvent due soit à une contamination par un nouvel agent pathogène d'origine sexuelle, soit très souvent parce que c'est la rupture d'un équilibre entre la flore locale naturelle et les moyens de défense de la muqueuse vaginale. C'est donc tout simplement une prédominance d'une espèce qui est potentiellement pathogène. C'est-à-dire que le vagin d'une femme n'est jamais propre, il y a toujours des germes, et c'est normal puisqu'il est juste au-dessus de l'anus et donc juste en dessous du méa urétral. Et donc évidemment que les deux n'étant pas stériles, il ne pouvait y avoir qu'une souillure naturelle, j'allais dire, au niveau du vagin. C'est pour ça d'ailleurs qu'il porte le nom de flore vaginale. Alors les aspects étiologiques sont extrêmement importants, c'est normal, mais il y a donc des vagines qui sont spécifiques telles que les mycoses, puisqu'on va les rencontrer dans 15 à 25% des vulvovaginites, les trichomonases, dans 25%, le gonocoque, chlamydia. Et puis ensuite, il y a des vagines qui ne sont pas du tout spécifiques, le Gardnerella par exemple, celui qui donne l'odeur du poisson pourri, les germes anaérobies et le bacille gram négatif. Alors, j'avais mis un rappel anatomique que je vais rapidement sauter parce que je suis HLEF. De la même manière que j'ai sauté tout ce qui était un peu photo pour illustrer, vous allez les trouver sur la communication, mais ils sont complètement à la fin pour une raison didactique, donc je les ai un peu déplacés. Mais j'ai gardé quand même ces deux images, c'est juste pour vous montrer un peu l'état gynécologique, j'allais dire, de l'appareil génital chez une femme qui n'est pas ménopausée par rapport à celui chez une femme qui est ménopausée. Alors, regardez la première plaque en haut, vous voyez donc les cellules, elles sont extrêmement riches, ce sont ces cellules qui sont riches en glycogène, ce sont ces cellules qui vont donc permettre la vie ou la survie des cellules de desquamation du vagin, par rapport à en bas, ce que vous voyez complètement trophiques, qui sont des cellules donc de la femme ménopausée. Alors là, les récepteurs hormonaux sont toujours là, ce sont les œstrogènes qui manquent tout simplement pour qu'il y ait la même revitalité. Donc, la seule différence entre les deux, c'est qu'il n'y a pas d'œstrogène. S'il n'y a pas d'œstrogène, il n'y a pas de trophicité. S'il n'y a pas de trophicité, il n'y a pas de possibilité de survie d'un bacille qui est extrêmement important, comme nous allons le voir, c'est le bacille duodénal. Il n'y aura pas donc de consommation de glycogène, il n'y aura pas donc de déchet qui va être l'acide lactique, il n'y aura pas d'acidité vaginale et donc il n'y aura pas de défense naturelle de ce vagin. Alors, ça veut dire qu'il existe un écosystème vaginal qui est naturel parce qu'il y a une flore que je vous avais dit qui était donc composée de bactéries anaérobiques, de lactobacilles, surtout la flore d'Oderland. Il y a aussi des cellules de l'épithélium vaginal, donc qui sont riches en glycogène, comme je viens de le dire, et qui donc vont permettre la fermentation de la flore naturelle qui va produire de l'acide lactique, de l'acide acétique et des acides donc à courte chaîne aphylactique. Ceci va donc se traduire par un pH acide permettant à peine la survie de quelques germes. Alors, la flore vaginale est extrêmement riche puisque dans le vagin, on va retrouver 10 à puissance 6 à 10 puissance 9, pas uniquement 8 à 10 puissance 9 germes par millimètre. Ça veut dire que dans cette flore vaginale normale, elle est constituée de bacilles gram, donc bactéries de grammes de sécrétion vaginale. On va distinguer 3 groupes. Et je vais vous donner une classification d'Amiel parce que elle est connue maintenant. Donc on peut faire la différence entre une vaginite infectieuse et une vaginose. Alors là aussi, comme c'est une formation, donc je m'étais dit, on va peut-être l'ajouter, ça vous permettra donc de le savoir. Alors il y a donc le groupe 1. Dans ce groupe 1, nous avons la flore bactérienne de portage habituel, c'est-à-dire ce qui est strictement habituel. La flore dominante est donc spécifiquement adaptée à la cavité vaginale.
essentiellement constitué donc de Döderlein, comme vous le connaissez très bien. Ça, c'est donc tout le monde le connaît. On ne va pas rester dessus. Il y a plusieurs types de bacilles Döderlein. Puis il y a un deuxième groupe. Et c'est un groupe qui est un peu spécifique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisque c'est une flore bactérienne qui est issue de la flore digestive et qui va donc coloniser souvent les voies génitales. 2 à 80% des femmes donc, vont être impliquées dans cette histoire. Elle est constituée de plusieurs germes, et parmi lesquels on va trouver le streptocoque que vous connaissez, qui est assez dur chez une femme enceinte, puisque c'est lui qui va provoquer le retard de croissance intra-utérin, c'est lui qui va provoquer les ruptures prématurées des membranes, c'est lui qui va provoquer les infections du fœtus. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Et puis ensuite, il y a un troisième groupe, et c'est un groupe qui est strictement nouveau pour tout le monde, parce que c'est des hôtes usuels de la flore oropharyngée et qui vont coloniser exceptionnellement la cavité vaginale. Ça n'existait pas avant, mais c'est parce que dans 0,1 à 2%, c'est une flore qui a été retrouvée parce qu'elle est venue du fait qu'il y a eu un changement des mœurs en termes de sexualité. Alors, ces germes ou ces infections donc, permettent de faire un diagnostic différentiel, et donc on peut avoir la trichomonase qui est donc l'infection à trichomonase, les mycoses, les infections sexuellement transmissibles mais qui sont autre chose que ces trois germes-là, les infections dermatologiques vulvaires et les plaintes psychosomatiques parce que ça existe. Et en blanc, ce que vous voyez maintenant, c'est donc ce qui est un peu nouveau, c'est la vaginose. Alors c'est pas une vaginite, c'est une vaginose. Les germes, c'est la flore bactérienne normale du vagin, et pourtant, il y a eu une infection. Et l'infection, là, est due à quoi? À tout simplement une rupture d'un équilibre de cette flore. Et donc, dans ce cadre-là, c'est le Gardnerella qui vient prendre le maximum de place. Et c'est lui, donc, qui va causer énormément d'ennuis. Là aussi, chez une femme enceinte, le plus souvent, rupture prématurée des membranes, infection, accouchement prématuré et même des avortements. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de sages-femmes peut-être dans la salle. Et donc, c'est absolument important. Voilà, c'est ce que je dis ici. Donc, on ne va pas le redire. Je fais ça parce que mon ami Raja m'a dit qu'il faut faire vite, c'est-à-dire qu'il a donné tout le temps à mes amis qui ont très bien parlé, et moi il m'a dit qu'il faut rattraper le temps perdu. Donc c'est ce que je suis en train de faire. C'est pas grave. Enfin, il en a profité. Ok. Alors, le diagnostic clinique de cette vaginose est possible, à la fois peu sensible, peu spécifique, à partir de 4 éléments qui ont été décrits en 83 par Amsel et collaborateurs, c'est-à-dire présence du leucorrhée homogène et fluide, un pH vaginal alcalin, donc supérieur à 4,5, et une malodeur vaginale. Donc ce sont des éléments, vous avez vu, qui sont absolument distinctifs et qui vont permettre de voir que ça ne se passe plus de la même manière. Je vous ai dit, pourtant, c'est les mêmes germes. Et il y a un signe pathognomonique, c'est celui de mettre en relief ou sur une lame, on peut retrouver ce qu'on appelle des clous cels, et c'est un signe qui est pathognomonique pour cette vaginose. Donc ne demandez pas un ECBD-PER chez une femme, ça ne sert à rien, puisque vous trouverez toujours des germes. Ou alors, si vous avez fait le prélèvement, que vous l'avez envoyé à un laboratoire qui est situé à plus d'1 kilomètre, il sera toujours stérile, et donc vous ne trouverez absolument rien. Par contre, si vous faites le diagnostic sur les 3 éléments qu'on vient de vous dire, ou si vous demandez au laboratoire de vous faire un frottis vaginal à la recherche de clous cells, à ce moment-là, vous aurez le diagnostic. Ça aussi, c'est... Alors, voilà le score d'Amsel, qui me semble très important. Donc, ici, il va classer tous les germes, ils vont les codifier, donc le lactobacille, les bacilles à gram négatif, les bacilles incurvés, et il va donner donc une cotation, et à la fin, on va dire, bon, si on se retrouve entre 0,1, entre 2, 3, etc., c'est juste pour, dans un cadre de spécialisation, savoir à quel moment on est autorisé à traiter, parce que le seul traitement dans ce cas-là, ça va être le flagile. Vous avez tout à l'heure, même en traumatologie, pour les bactéries anaérobiques, il n'y a que le flagile qui pourrait éventuellement intéresser la thérapeutique. Donc on va passer tout ça aussi, c'est pas grave. Je vous l'avais dit tout à l'heure, voilà, donc métrorragie du premier trimestre, rupture prématurée des membranes, avortement de second trimestre et accouchement prématuré sont un peu les résultats de cette infection. Et d'ailleurs, en France, je vous le mets ici, la haute autorité française actuellement, elle reprend ça d'une manière absolument ferme. C'est ce que je souhaiterais qu'on fasse, et pourquoi pas justement HF. Alors,
les interactions de l'écosystème vaginal avec l'albicans, on le sait très bien, il y a beaucoup. C'est la candidine qui est responsable de toute la symptomatologie, puisque c'est elle qui va donner le prurite et tout le reste. Elle va rentrer en compétition avec énormément de germes de cette flore, d'abord naturelle ou pathogène. Et les produits de dégradation, comme vous le savez, ce sont eux qui vont donner ou expliquer toute la symptomatologie dans ce cadre-là. Les agents du type causal, qu'est-ce que ça va être? Ce sont des espèces que vous connaissez, d'autres que vous connaissez un peu moins. Deux espèces principales, parmi celles que vous connaissez, le Candida albicans dans 80-90% des cas, et le Candida glabrata dans 10 à 20% des cas. Et ensuite, les autres levures représentent à peu près moins de 1%. Donc c'est ça un peu la mycose. Alors les sources de la colonisation ou de l'infection vaginale par les levures, elles peuvent être endogènes, donc le Candida albicans c'est un commensal classique, c'est-à-dire qu'il habite la flore vaginale normale, des voies digestives, donc bouche, tractus intestinal, anorectal, on avait dit pourquoi tout à l'heure. Il peut être exogène, donc c'est l'environnement, ou enfin amené par le partenariat, puisqu'on avait dit que c'était une infection qui était sexuellement transmissible. Et il existe bien sûr des facteurs favorisants, voilà pourquoi donc il faudrait des mesures d'accompagnement. Donc d'abord hormonaux, c'est-à-dire elle est souvent fréquente en période prémenstruelle, en grossesse et pendant la contraception orale. Elle peut être iatrogène, donc ça veut dire que là c'est les personnes qui donnent énormément d'antibiotiques alors qu'on n'en a pas besoin chez une femme, c'est juste parce qu'il y a eu une petite leucorrhée et le fait d'avoir donné cette antibiothérapie, vous allez donc sélectionner les gènes, vous allez donc éventuellement être bactéricide ou va avoir un traitement même sur l'acide lactique qui est un acide commensal, qui est naturel, qui lui défend la flore vaginale et le résultat c'est qu'on va avoir une véritable infection. La corticothérapie fait la même chose puisque vous savez qu'elle réduit un peu les défenses. De la même manière, dans des problèmes immunologiques, que ce soit des maladies, que ce soit par leur traitement, et enfin, tout ce qui peut provoquer une immunodépression va provoquer ou permettre cette infection. Il existe aussi d'autres facteurs favorisants, ça va être les endocriniens tels que le diabète, ça tout le monde le sait, mais il existe autre chose, c'est par exemple des locaux type vêtements serrés, des sous-vêtements synthétiques, donc il faut toujours proposer aux femmes, au lieu d'avoir des petites lingettes, il est préférable d'avoir des culottes et un linge de dessous fait à base de coton, c'est le meilleur moyen. Des douches fréquentes, alors je pense que dans ce cadre-là, ça reste bien valable, donc il ne faut absolument pas que ce soit trop propre, parce que la flore vaginale, on a dit, est strictement normale, il ne faut pas trop la perturber. L'utilisation de certains savons, il y a des produits qu'on peut toucher parce qu'ils sont pH neutre, parce qu'ils sont plus ou moins juste doux. Il y a d'autres qu'il ne faut pas trop toucher parce que ça perturbe. Et surtout les traitements à tort et à travers, ça c'est pas bon. Il existe quelque chose dans les divers et qui est important pour les femmes, il faudrait peut-être le signaler, c'est le stress. La femme, du point de vue hormonal, varie sa libido, comme son humeur change en fonction de ses hormones. Et la même chose, la flore vaginale avec la desquamation vaginale, et donc le flux vaginal qui est en principe de 4 grammes par cycle, peut changer. Et c'est pour ça que le stress physique ou psychique, il peut perturber cette flore vaginale. Alors du point de vue clinique, c'est absolument ce que vous connaissez déjà. La pathologie vulvaire associe le dermatologue, le gynécologue. Les lésions peuvent être asymptomatiques, rares, mais parfois précancéreuses. Et c'est pour ça que je voulais que le titre soit beaucoup plus la pathologie vaginale que la mycose simple. Vous allez voir que tout à l'heure, en faisant un diagnostic différentiel en termes de prurite, chez une femme, quand il y a le prurite, eh bien, si vous l'avez traité parce que vous l'avez pris pour une mycose et que ça n'a rien donné, alors au lieu de continuer à répéter le traitement, il vaut peut-être mieux aller réfléchir et voir est-ce qu'il n'y a pas une lésion précancéreuse, c'est-à-dire un Bowman, j'espère qu'on va le dire tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a une nécessité de bien connaître la symptomatologie, que l'examen est celui que vous connaissez, et au contraire, au lieu d'aller rapidement vers une prescription médicamenteuse, il faut d'abord réfléchir. Et en médecine, on vous a toujours dit, avant de prescrire, il faut quand même faire un examen clinique. Alors l'examen clinique, là aussi, comme tous les autres examens, il comporte un interrogatoire. Et on vient de parler de stress, etc. Donc vous avez vu que si vous ne faites pas un bon interrogatoire, si vous n'avez pas une bonne écoute, vous ne pouvez en aucun cas faire un diagnostic différentiel pour rechercher un stress, par exemple. Alors, un bon interrogatoire.
ensuite un examen clinique, et cet examen clinique va nous permettre de faire le diagnostic, il va nous permettre de faire des prélèvements, et il va nous permettre aussi de faire certains autres diagnostics tels que les dépistages. C'est un examen donc complet, que ce soit toute la région vulvo-vaginale, périnéale, la vulvoscopie, pourquoi pas, l'application d'acide acétique, gynécologie, examen général, bouche, ongles, les os, à la recherche de bien sûr de mycoses, les prélèvements, et puis ensuite, vous avez donc deux étapes importantes, c'est la mise en place d'un spéculum. On ne peut pas dire j'ai fait un examen gynécologique si je n'ai pas fait un examen au spéculum. Ça, je ne le dirai jamais suffisamment. Eh bien, un cardiologue ne peut pas vous dire qu'il a fait une auscultation, ni qu'il a fait un échocardio, s'il n'a pas fait l'utilisation de son stéthoscope et de son échographe. Il ne peut pas dire qu'un cœur va très bien. De la même manière, le médecin généraliste, la sage-femme ou le spécialiste ne peut pas dire que la femme a un examen gynécologique normal sans ayant vu de macroscopiquement le col utérin et puis sans avoir fait le toucher vaginal. Et la troisième étape, je vous le disais tout à l'heure, c'est les prélèvements. Alors les prélèvements, on peut faire donc un frottis vaginal à la recherche donc des cloucels, on peut faire un frottis vaginal ou un frottis cervico-utérin cette fois-ci à la recherche donc d'une dysplasie qui va être le précurseur d'un cancer du col, de la vulve, etc. Et ça, c'est tout aussi important. Alors ici, je vous ai mis juste un peu, regardez, l'épithélium vaginal est un épithélium qui est donc naturellement sur la plaque blanche, vous l'avez vu, c'est le petit dessin, c'est le schéma. Il y a 7-11 niveaux de cellules en allant de la parabasale la plus basse vers l'évolution, c'est-à-dire que la cellule vaginale, elle mûrit et elle se desquame vers le haut. Regardez bien vers le haut, les cellules superficielles vont donc desquamer. Ce sont ces cellules qu'on va retrouver dans le frottis vaginal. Et donc ces cellules vont bouger. Alors, vous avez la représentation d'un frottis normal qui est en bas. Vous avez des cellules, vous avez les petits points noirs, pas les noyaux, mais ceux qui sont en bas, c'est des leucocytes. Plus il y a de leucocytes, plus on va dire que le frottis est inflammatoire. C'est tout ce que ça veut dire, pas plus. Si on retrouve un germe, d'accord. Si on ne le retrouve pas, eh ben, c'est tant pis. Et puis vous avez des cellules, vous avez des roses et des bleus. Les bleus sont la traduction de l'imprégnation œstrogénique. Les roses vont être la traduction de la progestérone. Donc tout dépend du cycle. Alors quand vous demandez un frottis vaginal, pensez toujours à quel moment vous l'avez demandé. Et puis ici, je vous ai mis un frottis qui est de type pathologique. Alors vous avez des cellules, regardez, qui sont là. En bas, vous avez énormément de points noirs, et donc c'est un frottis qui est inflammatoire. Mais si vous voyez bien ici, regardez, vous avez des halos tout autour des noyaux. C'est ce qu'on appelle des coïlocytes. Quand au laboratoire, on retrouve ces cellules, on va dire coïlocytes, ça veut dire que ce sont des cellules qui sont devenues pathologiques, donc malades, du fait qu'elles ont été atteintes par l'HPV. Et l'HPV, donc, est l'agent causal qui va donc causer le cancer du col. Alors, les aspects évocateurs d'une vulvovaginocandidosique, c'est quoi? On avait dit tout à l'heure, c'est le prurite vulvaire. C'est donc le premier symptôme, qu'il soit modéré ou pas, et qu'on retrouve dans 60% des cas. Ensuite, il va y avoir donc des rougeurs, des brûlures vulvaires dues à la candidine, des leucorrhées et pêches blanchâtres, prurigineuses, ressemblant un peu aux écaillées, ça vous le savez très bien, de la dysparonie. Donc vous avez vu que l'interrogatoire va vous permettre de retrouver des signes qui sont un peu très pathognomoniques, des brûlures très invalidantes. Alors tout cela, c'était pour vous dire que en faisant le diagnostic, on pouvait donc se permettre un traitement. Vous allez voir tout à l'heure que le traitement existe et qu'on peut absolument traiter. Alors, vulvovaginite, je l'avais dit tout à l'heure, le prurite, ça peut être aussi la traduction d'un diabète, mais ça peut être aussi, il a une valeur sémiologique qui est extrêmement importante parce que ça peut être tout simplement le résultat d'une pathologie qui n'a rien à voir avec l'infection, mais qui est par exemple une lésion précancéreuse chez la femme. Alors parmi lesquelles vous avez de la maladie de Paget ou la maladie de Bowman. Alors vous connaissez la maladie de Paget sur le sein, mais il existe aussi chez nous une pathologie qui est dite maladie de Paget au niveau de la vulve. Et le cancer de la vulve chez nous a encore une fois, comme tous les autres cancers, rajeuni. Le dernier cas que j'ai opéré en vulvectomie totale avec des ganglions complètement atteints, un curage bilatéral, c'était une fille qui m'a été adressée de Sidi Balabès et qui avait 24 ans. Voilà, donc c'est plus la vulve que vous connaissiez de 75 ans, etc. Non, pas du tout. Donc attention à la prescription sans faire d'examen clinique. Eh bien sûr, le prurite, il peut être de type allergique, ça on l'avait dit, ou alors
avec des choses type sans cause locale. On avait cité donc le diabète parce que c'est le plus important. Il faut absolument chercher le diabète. Nous avons énormément de personnes diabétiques, il faut aller chercher. Mais là aussi, on va vous ajouter quelques signes. Ça va être l'insuffisance rénale qui va se traduire par un prurite vaginal et les hémopathies aussi peuvent entraîner un prurite. La cholestase, c'est la même chose. C'est un prurite qui est donc généralisé et donc on va le retrouver même au niveau